Bienvenue pour cet épisode du mois de décembre 2021. Donc à nouveau, ce sont les notes de ma sélection de ce mois particulier. Et on commence tout de suite, comme chaque mois. Les deux premiers clichés, donc là on part avec du Canon EOS 6D. Le cliché de gauche, donc une image relativement bien exposée, c'est avec un objectif, donc téléobjectif Sigma Apo des années 90, 400 mm f5.6. Le même objectif à droite. Et là, c'est intéressant, je trouve, comparativement à d'autres clichés que j'ai fait où j'ai poussé les basses lumières. On voit là clairement la différence de réaction et de la science des couleurs et du bruit des différents constructeurs et capteurs. Avec là un bruit, on voit des sortes de fines lignes dans les basses lumières, des fines lignes verticales qui représentent en gros la façon dont l'image est échantillonnée sur ce capteur. Et on voit qu'il y a un grain assez particulier de ce capteur du 6D qui change radicalement par rapport à d'autres capteurs comme on a pu le voir dans les mois passés avec les capteurs CCD, Leica ou CMOS. Donc il y a un cliché intéressant. Le deuxième cliché, en fait, c'est un cliché de loin dans une salle de danse. Le premier, simplement un ciel, une toiture d'immeuble que je trouve intéressant avec ce petit nuage. Les deux clichés d'après, on part à gauche sur de l'analogique, donc un cliché instantané, mais un appareillage relativement particulier. Là, on a un appareil photo 4.5, donc un appareil photo moyen format à soufflet, fabriqué par Intrepid avec une lentille qui n'est pas une lentille, en fait juste un trou d'épingle. On a déjà vu des images de pinhole lens. Là, c'est un objectif, en fait c'est une plaque en bois percée d'un trou qui correspond à du 140 mm f2.80. Et derrière cet appareil, on a l'adaptateur pour les films instantanés Fuji Instax Wide fabriqué par Lomography qui s'appelle Lomograph-Lock, donc super intéressant, qui permet de faire de l'image instantanée avec une partie du champ 4.5 de la caméra moyen format. Ça s'adapte à peu près sur toutes les caméras format 4.5. Donc, et là, c'était donc une exposition, je crois que c'était 4 minutes et demie. J'expérimentais un petit peu pour voir ce que ça donnait. Je crois que c'est mon premier cliché ou deuxième cliché. J'ai fait d'autres expériences, après on va en voir une tout bientôt. Le cliché de droite, donc là on change radicalement d'appareillage. Et là on se retrouve vraiment avec le type d'image que j'aime bien faire, un peu expérimental, c'est-à-dire que on a une image floue faite avec un vieux appareil photo réflexe qui a son intérêt, qui est le Leica R8, donc un appareil photo qui à la base est fait pour du film, 35 mm, mais qui avait un module interchangeable. On pouvait changer le dos et mettre un dos numérique. Et ce dos numérique qui s'appelait le Digital Module R faisait 10 mégapixels sur du CCD, a été produit de 2005 à 2007, si je ne m'abuse. Un capteur Kodak de sensibilité pour l'époque pas mal, qui faisait du 100 à 1600 ISO. Alors aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens, dans le sens qu'on a des capteurs bien plus sensibles, qui ont une bien plus grande latitude de sensibilité. Et en plus, là, à 1600 ISO, ça granule tellement. Là, je pense que ce cliché a été fait à 100 ISO. Bon, après, il y a des particularités. C'est que je l'ai un peu poussé. J'ai poussé le travail le post-traitement. Donc là, l'ensemble d'appareils plus dos numérique faisait environ 1,4 kg sans l'objectif. Et là, l'objectif, en plus, c'est un énorme objectif. Je l'ai déjà utilisé sur le SL2 dans les séries des mois passés. C'est le Telite 400 mm f6.8, donc une sorte de gros tube assez intéressant dans son rendu, qui avait été produit de 1968 à 1994. Et en fait, bon, on peut l'utiliser comme on veut, enfin comme on veut. Pour l'utilisation actuelle, ça n'a plus beaucoup de sens par rapport à ce qui se fait comme appareil moderne, mais en fait ça a des caractéristiques intéressantes. La focalisation se fait par glissement de l'élément distal de l'objectif. Et ce qu'on voit là, j'ai poussé le capteur, en fait, j'ai poussé l'image qui était sous-exposée. On voit les poussières en fait, sur l'objectif et sur le capteur.
ainsi que le grain du capteur et la distorsion chromatique liée à la lentille sur ce corbeau qui avait été pris de façon floue et il n'était pas, il était pas net. Ouais, enfin bon. Pas très flatteur pour l'équipement, mais c'est un très bon équipement qu'on peut utiliser pour d'autres. J'ai d'autres clichés où il est bien utilisé, enfin utilisé de manière plus standard. Mais c'est ça aussi l'expérimentation photographique. Ces deux clichés, maintenant, on repart sur du film. Donc, je crois qu'on avait déjà vu quelques clichés de cette série que j'ai continué à regarder en décembre. Et donc, l'appareil, c'est un Canon MC plus son module flash, donc un petit appareil euh, qui tient facilement dans la poche de 1984, avec un film noir et blanc de chez Kono, le Monolith 64. Et bon, là, c'était une photo que j'avais prise à Prague. Je trouve aussi intéressant des fois d'un peu forcer le style avec le flash qui crée cette ombre portée, qui sature déjà en lumière le visage de la personne qui est juste devant moi, mais qui fait ensuite ce tunnel de lumière et qui éclaire partiellement les personnes qui sont dans la rue. Voilà. La deuxième photo est plus intéressante techniquement à mon goût. Là, j'étais vraiment en train de m'amuser avec la chambre moyen format 4.5 et cet adaptateur pour film instantané Fuji Instax-Wide. Je crois que c'est une exposition de 15 minutes, un portrait de 15 minutes. Et ensuite du traitement en fait pour c'est scanner et ensuite retraité, mais pas vraiment de traitement. C'est vraiment l'information d'origine. Pas d'autre vraiment de traitement que des changements des niveaux de lumière et des spectres. Voilà ce que ça peut donner. Avec des éclairages aussi. Là, je m'amuse un petit peu. J'essaie de comprendre en fait mon équipement. Je pense que c'est toujours intéressant d'essayer de... La photo expérimentale, c'est aussi des moments où on expérimente avec son matériel pour mieux le comprendre et mieux voir ce que l'on veut en faire. Les deux images que l'on voit maintenant, du film à nouveau. Alors là, on travaille... Bon là, c'est un Leica M6, donc appareil télémétrique. Je ne sais plus quel objectif. J'imagine du 40 mm ou 50 mm f2. Et surtout là, on a un film Fuji Eterna 500T, qui est un film de cinéma à la base, mis en bobine par Ars Imago en Suisse. C'est du 35 mm, qui est expiré, ce film donc, mais qui a un rendu assez étonnant malgré tout dans les couleurs, très précis. J'aime beaucoup ces tonalités. Donc le Fuji Eterna 500T, on peut encore en trouver. Aussi, je trouve assez intéressant de travailler avec ces films ciné qui n'ont pas exactement le même rendu que le film photographique habituel. Je trouve ça plus précis. Enfin, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose en soi, mais je trouve qu'il y a une précision dans le rendu. Ensuite, on passe sur à nouveau du film, donc pas mal de films différents cette fois-ci. Malheureusement, j'annote très mal mes rouleaux et mes scans. Alors, tout ce que je sais, c'est que sur ces trois clichés, j'avais deux appareils APS. Alors là, c'est des photos de Norvège. Deux appareils photo APS, donc ce format de film argentique plus compact en cartouche, qui était un peu le sursaut en fait de fin, entre guillemets fin de vie, hein, bien sûr, vu que la photographie argentique a l'air de bien reprendre en ce moment. Mais c'était un peu la technologie moderne du film. Soit sur un Leica C11, le seul appareil photo Leica qui fonctionnait avec le système de film APS, soit du Contax TI-X, donc ça c'était le Contax qui se voulait de la série T, dont j'ai déjà parlé le mois passé, je crois, ou du Pentax Effina. Alors, il y avait énormément d'appareils photo pour ce format APS de film. Le Pentax Effina est aussi assez intéressant avec une optique zoom qui était très précise, donc c'est peut-être celui-là que j'ai utilisé, en tout cas sur la photo de droite, et à nouveau avec des films expirés, vu qu'ils ne sont plus fabriqués à ma connaissance, probablement entre 2001 et 2004, parce que la plupart de mes bobines qui me restent sont de ces années-là, soit du Kodak, soit du Fuji. Malheureusement, là, j'ai vraiment très mal à noter mes archives. Passons à du numérique. Alors là, on vient sur deux clichés qui ont été faits avec un Leica M240, donc un capteur CMOS avec un objectif Summicron 40 mm f2. Ces deux clichés, en fait, j'ai utilisé une technique de multi-exposition. Ce capteur CMOS, qui est
pas tout récent, en fait, a quand même une gamme de capture de niveau qui est pas énorme comparativement à des appareils modernes. Mais on peut très bien, en faisant 2 expositions différentes, capturer euh, les très hautes lumières et les très basses lumières euh, avec ce résultat-là, si on le fait bien, enfin si on le fait bien, si on le fait correctement en tout cas. Donc ces 2 clichés, il y avait eu un cliché exposé normalement pour la scène et un cliché exposé pour attraper un petit peu de l'information de cette flamme, de ce brasero au centre. Ces images, en fait, je les avais prises lors d'une réunion, vu que c'est la pandémie, les gens se retrouvent dehors. On se retrouve avec des situations assez intéressantes dans le nouveau quartier Praia Cassia Vernets de la ville de Genève, à l'ambassade des artistes étrangers, enfin, Embassy of Foreign Artists, où des artistes se retrouvaient pour des résidences. Voilà. Passons ensuite à 2 clichés qui sont faits avec un capteur bien plus moderne, le Leica SL2, qui lui alors, a vraiment, pour le coup, une très belle gamme de sensibilité. Donc là, avec probablement un objectif, vu le rendu, à nouveau, je n'ai pas très bien annoté mes images. Je pense que c'était une optique M adaptée sur le Leica, donc SL2. Une optique M de type Summicron f2, j'imagine à 50 mm f2 ou un 40 mm f2. Et c'est un Luna Park. Donc là, tout de suite, avec un capteur plus récent, donc même très récent, on arrive à récupérer les basses lumières, les hautes lumières. Un travail tout à fait différent. 2 autres clichés de cette même série. Intéressant aussi, je trouve, d'essayer des fois de se balader dans les scènes que l'on visite et que l'on prend en photo, d'aller derrière les scènes, voir ce qui se passe, essayer de trouver d'autres ambiances. Donc voilà. Là, on part sur 2 autres appareils numériques, sur ces 2 clichés. À gauche, un ancien, si je puis dire, Nikon DF, avec une optique, alors elle, pour le coup, bien plus ancienne, de la série A. Des optiques très bon marché en deuxième main, le 36-72 f3.5, mais qui a un rendu extrêmement doux, je trouve. Comme le rendu de ce capteur du Nikon DF. Donc voilà, les images de nuit, c'est un capteur qui était à l'époque très sensible aux basses lumières. J'aime bien aussi la douceur de la colorimétrie, de la science des couleurs de Nikon. Voilà, un exemple à gauche. À droite, un Leica M240, donc le CMOS, je ne sais plus l'objectif. Je pense que c'est un 40 mm f2. Poussé un peu dans ces très basses lumières. Donc là, on voit le grain du capteur avec cette autre science des couleurs. Le Leica M240 est vraiment un appareil de chez Leica dans les numériques qui a un rendu des couleurs qui est très différent, je trouve, des autres Leica M, que ce soit le M8 ou le M10 qui est venu ensuite, ou le M9 aussi. En fait, le M240 était nommé le Leica M et est apparu après le M9 qui était un CCD plein format et avant le M10. Donc voilà, une terminologie un peu bizarre chez Leica à cette époque. Le 240 vient du modèle, en fait. C'est un Leica M 240. Ensuite, 2 clichés. Donc, à nouveau, pour ceux qui ont suivi les autres épisodes, le Leica M8 avec son CCD qu'on pousse, qui donne un grain très particulier. Donc, on va voir sur les photos. Est-ce qu'on va voir sur les photos d'après? Pas forcément. Mais en fait, là, on se retrouve vraiment avec ce grain très typique de ce CCD de 2006. Et à droite, donc le cas de gauche, c'est un Voigtlander, l'optique, c'est un Voigtlander Nocton 35 mm f1.4, version 2. Malgré tout, là, le capteur n'est pas assez sensible pour ces très basses lumières, mais je trouve intéressant malgré tout le grain. Et à droite, le Super Angulon 21 mm f4, qui a une géométrie que j'adore et un rendu des couleurs assez exceptionnel. Donc cet objectif que l'on ne peut en gros qu'adapter sur le Leica M8 ou sur des appareils qui ne sont pas plein format, car le dernier élément postérieur de ce grand angle est tellement profond qu'il risquerait d'abîmer l'obturateur de votre appareil. Le M8 le permet et à la place et ne prend pas le bordure d'image, comme les rayons arrivent tellement
à plat. La plupart des capteurs vont faire des distorsions colorimétriques, mais par contre ça marche très bien avec le film, sur tous les appareils qui acceptent du format M, excepté le M5 qui a le capteur de luminosité qui vient un peu en avant et qui serait abîmé par l'élément postérieur. Maintenant, bon, j'ai commencé à faire aussi dans ces séries, à parler des photos prises avec smartphone. Donc dans ce cas-là, ça va être du... Je crois que je travaille avec un iPhone 12 Pro Max pour ces images-là, avec toujours mon application de prédilection que j'ai développée, donc avec mes propres algorithmes et mes propres bus de traitement de l'image. Donc la photographie computationnelle, c'est vraiment le traitement numérique de l'image, comment on le fait, par-dessus la couche purement photographique de l'appareil. Donc l'application, c'est Camaré. L'image de gauche, c'est une multi-exposition, probablement que le filtre d'entrée, donc l'ensaturateur, c'est comme ça que je les appelle, le HDR. Il y a une photo qui est d'un chemin avec ce passant et une d'un clavier, en fait. J'ai fait un flou cinétique. La superposition, je trouve intéressante. La photo du milieu, c'est une simple exposition, mais là, avec un ensaturateur, donc filtre d'entrée DNAZ, et un filtre de sortie, donc je l'appelle filmulateur. Je ne sais plus exactement lequel, plutôt froid, donc je pense que c'est plutôt une simulation d'un film de type Fudge, que j'ai appelé Fudge, mais il faut voir pour ceux qui veulent s'amuser avec l'application. À droite, un autre type d'ensaturateur, donc ces filtres d'entrée, que j'avais appelé Regertz, qui crée une sorte de mosaïque analogique de l'image, qui travaille sur les couleurs, le pattern de construction de l'image, et un filmulateur de sortie analogique, je ne sais pas exactement lequel, un peu plus chaud que l'image précédente. Ensuite, ces applications, donc cette application en particulier permet d'utiliser les objectifs, tous les objectifs du même appareil en même temps, ou plus ou moins en même temps, dans une série rapprochée, une séquence très rapprochée. Ça, c'est une limitation du matériel électronique lui-même. Donc là, les trois objectifs de cet iPhone 12 Pro Max, vu qu'il y a trois objectifs sur le dos de l'appareil, un 13 mm, un 26 mm et un 65 mm. Et en fait, il les met ensemble. Cette application prend la photo, les met ensemble. Et donc là, toujours avec Camaré, l'ensaturateur HDR et un filmulateur, alors je ne sais pas lequel. Mais par contre, là, un ajout d'une bordure. L'application fait ça aussi. Il y a plusieurs types de bordures, ce qui sont appelés borpo, parce qu'il n'y a pas que simplement l'ajout de la bordure, mais aussi des fois des ajouts de texture. Là, c'est le modèle qui s'appelle Pola 6. Ensuite, donc je trouvais intéressant des fois d'avoir ces trois points de vue d'un même lieu. C'est pas la même histoire, là. Comme pour la dual photographie qui prend une photo devant l'appareil et derrière l'appareil, là, ces photos à multi-objectifs simultanés racontent une histoire, c'est une série proche. Il y avait des appareils de lomographie qui font ça en fait de façon analogique aussi. Je recommande cette expérience pour ceux qui veulent faire un peu plus de photographie expérimentale. Ces trois photos, donc je pense que je suis toujours à l'iPhone 12 Pro Max. En fait, je prends différents types de téléphones pour tester les applications. Donc là, c'est une simple exposition. Les trois sont des simples expositions. Ensaturateur HDR, vraisemblablement à gauche, visiblement aussi depuis un tram ou un bus, avec un filmulateur de sortie. La photo au centre, je pense que c'est plutôt je pense que c'est aussi du HDR comme ensaturateur d'entrée. Par contre, les caractéristiques, il me semble que ça doit être le 65 mm de l'appareil. Et la dernière, du HDR, où on voit que les hautes lumières sont un petit peu... Enfin, il y a un rendu des hautes lumières assez particulier, et on le voit sur le bord de cette neige sur un toit. Dans ces trois images, donc, on revient de la multi-exposition tout à gauche, dont une avec un ensaturateur qui s'appelle Arguable, qui donne cet effet de prisme avec un décalé des canaux couleurs, mais surprojeté vraisemblablement de l'ensaturateur HDR. Il y a probablement trois expositions, une troisième, je ne sais pas trop à quoi elle correspond, et avec un filmulateur, trois filmulateurs de sortie surprojetés. Au centre, on a une photo qui est vraisemblablement du DNAZ, ou peut-être du HDR,
des fois j'ai de la peine à reconnaître, peut-être plutôt du RDA avec un filmulateur X. Et à droite, je ne sais pas quel est mon filtre d'entrée, donc quel est mon saturateur d'entrée. Par contre, le filmulateur, là, c'est clairement un filmulateur qui s'appelle Paula Laurel. J'en ai déjà parlé les mois passés, qui simule une imprimante thermique instantanée. Ces 3 photos, là, on revient clairement les 3 à de la multi-exposition. Donc, hautement recommandé si vous aimez l'expérimentation. C'est aussi un très bon entraînement, je trouve, pour apprendre la composition, d'essayer de surprojeter différentes images au moment de la prise d'image, pas au moment de la post-production. Donc là, cette application Camaré le fait. Je l'ai faite pour ça. Donc expérimenter, essayer de composer en pensant à l'image que vous avez fait précédemment et voilà, à essayer. C'est à nouveau de la multi-exposition dans ces 3 photos. Donc à gauche et à droite, je ne vais pas rentrer forcément dans les ensaturateurs et filmulateurs qui ont été utilisés. Par contre, au centre, je trouve intéressant parce qu'on a vu plutôt des photos faites avec le SL2 dans un Luna Park. C'est le même soir, mais fait avec l'iPhone. Donc on voit que les caractéristiques de l'appareil, évidemment, on le savait, mais changent radicalement en fonction de ce qu'on utilise pour le traitement d'image. Change radicalement l'image de sortie. Donc là, multi-exposition, plus les ensaturateurs et filmulateurs de l'application Camaré, ça change radicalement l'état d'esprit, même si on reconnaît le lieu. Ensuite, tout à gauche, une multi-exposition. On a déjà vu ce lieu et cette photo d'une passante qui passait. Toujours pour dire que quand on fait de la multi-exposition, selon l'application, on peut des fois simplement utiliser un autre cliché pour multi-exposer, avec un résultat qui est totalement différent dans la narration. Et ensuite, une autre application, les 2 photos de droite, toujours dans mes expérimentations logicielles, le même moteur de création d'images, donc de Camaré, utilisé dans une application qui s'appelle Digital Paula, qui n'est pas distribuée pour l'instant, qui va me servir pour expérimenter de manière aléatoire et ajouter d'autres fonctionnalités à Camaré. Mais voilà, donc le choix des paramètres est aléatoire. L'image du milieu, en fait, on voit clairement ce qui a été utilisé. Donc Safrano comme ensaturateur et Paula Laurel comme filmulateur. Et celle de droite, on se retrouve avec j'en ai parlé le mois passé, cet ensaturateur Booty qui vient d'une simulation que j'avais créée pour un smartphone, un caméraphone de 2005 ou 2006 de chez Sony, et qui était un peu une preuve de concept d'application type Instagram ou Ipstamatic, avec un filmulateur qui est un simulateur en fait d'un capteur CCD de type Leica M8. Ensuite, voilà, alors là j'ai pas mal expérimenté au mois de décembre sur cette application qui va me servir et qui va être distribuée par la suite, pour voir si l'aléatoire amenait quelque chose de plus. Donc cette application donne une idée de ce qui peut se passer si on expérimente vraiment avec ces filtres combinés. Le rendu de sortie peut être extrêmement différent en fonction de ce qu'on utilise. Donc on voit bien que, par exemple, celle de gauche, Safrano, donc c'est l'ensaturateur, c'est le même pour l'image du centre, sauf que le filmulateur est totalement différent. Celle du centre, c'est un filmulateur, donc c'est une simulation d'un film noir et blanc à gros grains, très sensible, alors qu'à gauche, c'est une simulation d'un film, en fait, Fuji expiré, 400 ISO. Voilà. Tout à droite, on se retrouve avec une autre combinaison de ces effets de Camaré à la base, mais dans cette application expérimentale. Même chose là, avec un autre ensaturateur à gauche qui s'appelle Square, puis un filmulateur, je ne sais pas lequel. Et ensuite, toujours intéressant quand on fait du logiciel, c'est les bugs. Et en fait, ces 2 images de droite, en fait, c'est une dual photo, donc une photo qui est prise en même temps devant l'appareil et derrière l'appareil. Et là, il y a un bug, un problème de recadrage avec les images qui se sont mises en tête bêche. C'est purement logiciel. Parfois, j'aime bien les résultats, comme là, j'aime beaucoup ce résultat. On a un ensaturateur qui s'appelle Regertz,
qui fait aussi cet effet de point, là, on en a déjà parlé. Mais aussi, voilà, des fois, les erreurs produisent des choses qu'on trouve intéressantes. Et enfin, les 3 derniers clichés. Donc à nouveau, cette application expérimentale que j'appelle Digital Paula, avec un rendu aléatoirement choisi par l'application que je trouvais intéressant, avec un petit flou cinétique. Au centre du HDR, une utilisation par Camaré, avec un filmulateur de sortie. Je pense que c'est un de ces filmulateurs doux de films Kodak, probablement du 200 ISO. Et tout à droite, une nouvelle application qui, elle, est disponible si vous avez envie de vous amuser et que vous avez un iPhone récent. Une application qui s'appelle Darkcam, qui existait déjà depuis assez longtemps. Une application qui est faite pour prendre des photos dans des environnements basse lumière, sans trop déranger les gens, qui a une interface, surtout l'interface qui est différente. Et en fait, j'ai intégré le moteur aléatoire que j'avais mis en place dans cette application Paula, Digital Paula. Et en fait, on peut utiliser donc cette application Darkcam, D-A-R-K-C-A-M, qui est gratuite. Et l'image produite indiquera les variables de Camaré, si vous voulez utiliser Camaré ensuite de façon plus contrôlée. Voilà. J'espère que vous avez trouvé cela un peu intéressant, cette présentation intéressante. Et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, toujours en bas de cette vidéo. Et à bientôt!